Bonjour et bienvenue dans cette revue d'actu environnementale de la semaine du 8 au 14 août. Je m'appelle Josué et chaque semaine je t'aide à t'informer autour des thèmes de l'écologie et de l'environnement. N'hésite pas à t'abonner si ce concept te plaît et à me faire des retours en commentaire, cela m'aide beaucoup à améliorer la qualité de mes vidéos. Ceci étant dit, voyons les grands titres de la semaine. Avec au sommaire de l'actu chaude, des tirs de missiles en direction de la plus grande centrale nucléaire d'Europe à cause de la guerre en Ukraine. Le plan massif de Joe Biden pour le climat qui suscite un grand espoir mais qui a aussi ses parts d'ombre. Le gouvernement de République démocratique du Congo qui veut autoriser l'extraction pétrolière en plein dans la deuxième forêt tropicale la plus importante du monde, ou encore une multiplication en France des polémiques autour du comportement climaticide des personnes ultra riches. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, vous l'attendez tous, la piscine, la partie plus chill où je recommande des articles et vidéos YouTube autour de l'environnement qui m'ont particulièrement intéressé cette semaine. Mais pour l'heure, place à l'actu chaude et on commence comme toujours par la une de la semaine. Et je pense que vous commencez à comprendre que j'aime bien les unes de Libération, mais regardez comme celle de ce mercredi 10 août est glaçante. Ukraine, les nouveaux nerfs de la guerre. En ligne de mire sur cette une, la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus importante d'Europe, qui est au centre des bombardements à cause de la guerre en Ukraine. Dans la nuit de mardi à mercredi, des bombardements ont été signalés dans une ville très proche de la centrale et Moscou et Kiev se sont accusés mutuellement. L'Ukraine accuse également la Russie, qui occupe la centrale, d'y positionner 500 militaires et des munitions jusque dans la salle des commandes. Il faut savoir que 2 des 6 réacteurs nucléaires de la centrale sont encore actifs, donc c'est extrêmement dangereux. Bien sûr, cela rappelle des heures sombres en Europe avec Tchernobyl, l'accident nucléaire de 1986 qui avait failli virer à l'explosion thermonucléaire et rendre inhabitable la moitié de l'Europe. Face à ce traumatisme et la crainte d'une catastrophe environnementale, les pays du G7 ont demandé à Moscou de rendre immédiatement la centrale à son propriétaire souverain et légitime, l'Ukraine. Car selon eux, c'est le contrôle permanent de la centrale par la Russie qui met la région en danger. Voilà, je ne m'attarde pas plus sur ce sujet car on va sûrement en reparler dans les semaines à venir, mais une info qu'il faut garder à l'esprit dans la guerre en Ukraine. Et direction maintenant les États-Unis pour la grosse actu de la semaine, le plan climat de Joe Biden qui est enfin accepté par le Sénat. Baptisé Inflation Reduction Act, il prévoit 369 milliards de dollars pour se rapprocher de l'objectif affiché lors des accords de Paris en 2015, réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre avant 2030 par rapport à 2005. Mais alors, à quoi se destinent ces financements ? 60 milliards sont destinés au développement des énergies renouvelables, 60 à la justice environnementale et 20 milliards sont destinés au déploiement des voitures électriques. C'est-à-dire qu'un Américain recevra jusqu'à 7 500 $ en crédit d'impôt pour l'achat d'une voiture électrique. Ce plan ambitieux a suscité beaucoup d'espoir, mais bon, il y a un gros point noir qu'il faut que j'aborde et il est incarné par un homme, Joe Manchin. Alors déjà, je vais vous faire une présentation de ce Joe Manchin parce que ça vaut le coup. C'est un sénateur démocrate de Virginie occidentale, un état assez pauvre qui vit historiquement du charbon. Et notre bonhomme, avant d'être sénateur, c'est le patron d'une entreprise dans le charbon qui est gérée aujourd'hui par son fils. Déjà, léger conflit d'intérêts. Mais bon, comme il est démocrate, vous devez vous dire « Oh, il doit bien être progressiste sur certains sujets ». Eh ben, pas du tout. Il est très conservateur, pro-armes et pour l'extraction des hydrocarbures. Et pas étonnant en fait, car ses campagnes sont majoritairement financées par le secteur du charbon et des armes. Et comme c'est les États-Unis, il se met même en scène en train de tirer sur une loi contre l'extraction du charbon. I'm Joe Manchin. I approve this act because I'll always defend West Virginia. I'll cut federal spending and I'll repeal the bad parts of Obamacare. I sued EPA and I'll take dead aim at the cap and trade bill because it's bad for West Virginia. Ouais, les États-Unis, c'est... Voilà quoi. Si vous voulez en savoir plus sur ce gaillard, je vous mets un très bon article de France Info sur lui dans la description. Alors pourquoi Joe Manchin est si important dans cette histoire de plan climat? Eh bien parce qu'au Sénat, les démocrates, donc le parti de Joe Biden, n'ont la majorité absolue que d'une voix. Donc il suffit qu'un seul sénateur démocrate dise « je vote pas ce texte » pour que le texte ne soit pas adopté. Et il faut savoir que ça fait 2 ans que Joe Biden essaye de faire passer une loi sur le climat. La première itération de son projet s'appelait Build Back Better et prévoyait, tenez-vous bien, 1750 milliards de dollars d'investissement. Sauf que presque à lui tout seul, Joe Manchin a fait capoter ce plan Build Back Better. Et pour faire voter cette semaine le nouveau plan climat, il a fallu négocier avec lui. Et devinez ce qu'il a réussi à faire, que dans un plan climat,
une mesure soit destinée au développement des hydrocarbures. Concrètement, le gouvernement fédéral devra chaque année proposer une certaine superficie de son territoire terrestre et maritime aux entreprises pétrolières. Malgré ces nombreux bémols quand même, le plan de Joe Biden est quand même porteur d'espoir car il va globalement dans la bonne direction qu'indiquent les scientifiques. Et de toute façon, vraiment face au dérèglement climatique, on prend tout ce qu'on peut. Nous fermons ce volet États-Unis et maintenant dirigeons-nous vers la République démocratique du Congo pour une actu beaucoup moins cool. Le gouvernement de la RDC a lancé un appel d'offres aux entreprises pour exploiter des gisements de pétrole et de gaz au sein même de la deuxième forêt tropicale humide du monde, invoquant le droit au développement. Les ressources potentielles sont estimées à 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres cubes de gaz, pour un potentiel de 600 milliards de dollars. Sauf que cette forêt tropicale humide absorbe chaque année plus d'1,5 milliard de tonnes de CO2 de l'atmosphère. Et surtout, c'est un des plus grands stocks mondiaux de carbone. 30 milliards de tonnes de CO2 sont stockées juste dans la zone de tourbière que vous voyez ici, qui fait la superficie de l'Angleterre. Et comme vous le voyez sur cette carte d'Arte, les zones potentielles d'extraction chevauchent des réserves naturelles. Les ronds sur la carte, ce sont ces fameux chevauchements. Et si ces espaces naturels sont déstabilisés, ce qui le sera sans aucun doute si l'exploitation d'hydrocarbures a lieu, alors tout ce carbone stocké sera potentiellement relâché dans l'atmosphère. Les scientifiques du GIEC et les ONG comme Greenpeace appellent cela une bombe climatique. Si cet espace naturel est endommagé, alors limiter le dérèglement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle sera juste impossible. D'ailleurs, il faut le souligner, c'est un énorme retournement de veste de la part de ce gouvernement, car à la COP26 de Glasgow en octobre dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'était présenté comme un pays solution qui ne toucherait pas aux hydrocarbures. Et pour cela, l'ONU avait promis une enveloppe de 500 millions de dollars de dédommagement. Apparemment, pas assez face aux milliards du pétrole. Et dernière actu chaude de la semaine, on revient en France pour un phénomène qui a marqué cet été et dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler. Une série de polémiques autour du comportement climaticide de certains ultra-riches. La dernière en date, l'émission en un jour par le jet privé de Bolloré de 20 tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de 2 années d'émissions de CO2 d'un Français moyen. Le compte Twitter que j'affiche s'est ainsi donné pour but de montrer publiquement les trajets en jet privé des milliardaires français et leur bilan carbone est vraiment effarant. Mais on peut citer bien d'autres polémiques, par exemple les golfs qui peuvent en partie continuer d'arroser leur terrain pendant la sécheresse actuelle, alors que l'agriculture est privée d'eau, ou alors une vidéo de Benzema en vacances où il affiche son idéal de vie, faire vroom vroom dans tout ce qui est le plus polluant possible, et ma préférée, un défilé de mode d'Yves Saint Laurent dans le désert marocain qui se réclame neutre en carbone alors que des dizaines de personnes sont venues en jet privé et qu'il a fallu construire une route bétonnée de 6 km juste pour l'occasion. Bon, mon but dans cette énumération, c'est pas de porter un énième jugement moral sur ces polémiques. Je veux surtout observer, comme le fait le média en ligne Vert, que face à un été terrible sur le plan environnemental, la violence symbolique de comportements ostentatoires climaticides devient insupportable pour une partie de la population. Donc la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que ce genre de polémique trouvera un écho si grand quand sécheresse, canicule et autres incendies seront derrière nous? C'est-à-dire quand l'été sera passé et que l'automne sera venu. Ça m'intéresserait d'ailleurs beaucoup d'avoir votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas à écrire, voire même débattre, soyons fous, en commentaire sur ce sujet. Et voilà, partie actu chaude terminée, mais la vidéo n'est pas finie, place à la piscine. La partie plus chill où je vous recommande des articles et même des vidéos YouTube moins inscrits dans l'actu qui abordent des thématiques plus transversales mais qui sont tout aussi importantes. Tous les liens sont bien sûr en description, allez-y. Et comme on est en été, qu'on aime bien lire, je vous recommande cette série d'articles de Libération sur les écrivains précurseurs de l'écologie moderne. Au programme cette semaine, Les Racines du ciel de Romain Gary, classique parmi les classiques, qui suit Walden ou La vie dans les bois d'Henry David Thoreau, philosophe américain du 19e siècle. Après la lecture, la cuisine, avec cet article de Reporter qui revient sur les mauvaises herbes et leur possible utilisation dans toutes sortes de plats. Suivant un guide botaniste jusque dans les buttes Chaumont, il indique comment identifier certaines herbes et même les mettre en valeur dans des salades. Voilà, ça m'a intrigué, donc je vous le partage. On reste sur Reporter pour un entretien avec un océanographe, François Sarano, qui revient sur l'affaire du beluga perdu dans la Seine. Pour rappel, un fort battage médiatique a suivi cette affaire et 80 personnes ont été mobilisées pour venir en aide aux cétacés avant de se rendre compte que c'était juste un animal vieux, malade et séparé de son groupe. Il a finalement été euthanasié. Pour François Sarano, océanographe, il y a une hypocrisie et une disproportion derrière cette tentative de sauvetage. Je le cite.
Chaque jour, nous sommes responsables de la mort de centaines de cétacés et autres animaux marins et terrestres. Nous détruisons la planète au quotidien et tout d'un coup, on trouve cela dramatique. De quoi nous faire réfléchir sur nos émotions face à certaines situations. On enchaîne avec cet article du Monde qui revient sur une analyse publiée dans la revue Nature Climate Change sur l'impact de 9 bouleversements climatiques que je ne vais pas lister entièrement sur les maladies infectieuses recensées par l'homme. Et sans surprise, dans la majorité des cas, les maladies sont aggravées par ces bouleversements, tant dans leur mode de contagion que dans les effets sur le corps humain. À noter qu'à l'inverse, 16% des maladies infectieuses sont rendues moins graves par ces bouleversements, mais bon, ça ne suffit pas à contrebalancer, et dans l'ensemble, on observe une aggravation. Et enfin, parce que la folie des États-Unis me manquait, cet article de l'Express reprend une enquête du New York Times qui montre comment une centaine de trésoriers pro-Trump se sont associés pour lutter contre des entreprises qu'ils jugeaient trop vertes. Par exemple, les banques Goldman Sachs et JP Morgan ne voulaient plus investir dans des projets d'extraction d'hydrocarbures. Alors, elles ont été menacées d'être privées de financement public si elles n'investissaient pas dans le charbon et le pétrole. Les trésoriers en question ont été interrogés et leur défense est assez lunaire. Ils disent avoir voulu préserver l'épanouissement humain et l'industrie fossile en punissant les entreprises œuvrant pour l'idéologie woke. Et je finis cette partie piscine par une recommandation d'une vidéo YouTube d'Arte. Une vidéo d'histoire qui parle d'une des plus grandes catastrophes écologiques ayant jamais été causée par l'homme, l'assèchement de la mer d'Aral, ou comment l'URSS a réussi à assécher en quelques décennies le 4e plus grand lac du monde. C'est une histoire finalement assez méconnue, mais dont les conséquences au Kazakhstan et en Ouzbékistan demeurent encore phénoménales et structurent la région. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif des 200 abonnés est en ligne de mire. Quant à moi, je serai fidèle au poste la semaine prochaine pour une nouvelle revue d'actu environnementale. Donc comme on dit aux États-Unis, see you soon!